Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 4 septembre. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, les 3 candidats en lice observent désormais la période de silence électoral après la fin de la campagne hier soir à minuit. Début ce mercredi de l'opération de vote des populations nomades et des zones reculées enclavées dans les wilayas du sud de l'Algérie au niveau des bureaux itinérants dans 51 communes. Les Algériens établis à l'étranger votent pour la plupart depuis maintenant 3 jours pour élire leur futur président. Le point dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Et puis le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit à 40 861 martyrs et 94 398 blessés depuis le 7 octobre. Bonsoir à tous. Présidentielle du 7 septembre en Algérie. Après la fin de la campagne hier soir à minuit, les 3 candidats sont tenus désormais d'observer le silence électoral. D'ailleurs, l'autorité nationale indépendante des élections a appelé au strict respect de cette période jusqu'au jour du scrutin. Mohamed Ouali Belchaban. Après 20 jours d'une campagne électorale intense entre les 3 candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, une période de silence électoral est désormais imposée, conformément à la loi organique relative au régime électoral. Les prétendants au palais d'El Mouradia doivent s'abstenir de toute activité de propagande pendant les 72 heures précédant le scrutin. L'autorité nationale indépendante des élections a fermement insisté sur le strict respect de la période de silence électoral. L'autorité nationale indépendante des élections rappelle à l'opinion publique la teneur des dispositions de l'article 74 de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral modifié et complété selon lesquelles nul ne peut par quelconque moyen et sous quelque forme que ce soit faire campagne en dehors de la période comprise entre le 15 août 2024 et le 3 septembre 2024. Pendant cette période, les candidats doivent s'abstenir de toute forme de communication publique visant à influencer les électeurs. L'exigence de l'ANI vise à garantir une atmosphère neutre et sereine, permettant aux électeurs de réfléchir sans pression extérieure avant de se rendre aux urnes. Le silence électoral constitue une étape importante dans le processus démocratique, visant à renforcer l'intégrité du scrutin et à assurer que le résultat reflète véritablement la volonté populaire. Le 7 septembre, les électeurs seront appelés à se prononcer sur l'identité du futur président qui prendra les rênes du pays durant les 5 prochaines années. Et je vous le disais en titre, début ce mercredi de l'opération de vote des populations nomades et des zones reculées et enclavées dans les wilayas du sud du pays au niveau des bureaux itinérants dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 septembre. Cette opération concerne 116 064 électeurs inscrits à travers 134 bureaux dans 51 communes réparties sur 16 wilayas. C'est bon.
Et tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement de l'opération de vote, notamment dans la wilaya d'Ouargla, où le scrutin a commencé au niveau d'El Borma. Les 8147 électeurs inscrits dans cette zone frontalière accomplissent donc leur devoir électoral depuis ce matin à travers 6 bureaux itinérants, encadrés par 30 agents et contrôleurs. C'est bon. D'autres bureaux itinérants ont été déployés à Djanet, où le scrutin a également débuté au niveau des 9 bureaux itinérants de la wilaya pour permettre aux 16 000 électeurs des zones enclavées à travers les communes de Djanet et Borj El Hawas, dont notamment Tin El Koum, Tourest, Tadanet, Anhaf et Tasset, d'élire leur futur président. Et à Almrayer, les préparatifs se poursuivent toujours ce mercredi, tant au niveau humain que matériel, afin de permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions possibles. Nous avons commencé les préparatifs dès la convocation du corps électoral par le président de la République en date du 8 juin 2024. Cependant, nous avons également entamé la révision exceptionnelle de la liste électorale du 12 juin jusqu'au 27 juin. Durant cette période qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, nous avons mis en place tous les moyens nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de silence électoral. Et je vous disais également en titre, depuis maintenant 3 jours, les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger votent pour la plupart maintenant depuis 3 jours. C'est le cas notamment pour la diaspora en France et justement en direction Marseille et ses environs en ce 3e jour de vote qui s'est déroulé dans le calme dès les premières heures de la journée. Les électeurs ont commencé à se rendre aux 6 bureaux ouverts à cette occasion au sein même du consulat général d'Algérie à Marseille. Une forte affluence a également été enregistrée dans les 17 autres bureaux dans le département des Bouches-du-Rhône. Et voilà. À voter. Je suis venu pour celui qui fera triompher le pays contre ceux qui nous veulent du mal. Vive l'Algérie et vive celui qui gouvernera le pays. Le vote, il est très très bien, on est bien accueillis, alhamdoulilah, c'est plus comme avant, le consulat n'est plus comme avant, alhamdoulilah, Dieu merci, on est bien accueillis, très très bien, alhamdoulilah. Le vote, on est en train de voter, tout le monde a voté, le calme, alhamdoulilah, la sérénité et tout. Il faut voter, nous aimons notre pays. On veut que nos jeunes travaillent et que le pays soit le meilleur, qu'il soit organisé et qu'on ait un gouvernement à la hauteur, que notre pays se porte bien. Allez, on reste en France, direction Lille, au nord, où les électeurs algériens accomplissent leur devoir électoral dans 18 bureaux de vote mis à leur disposition, notamment à Roubaix, Lille, Tourcoing et Douai.
À Lyon, cette fois, dans le sud-est de la France, notre envoyé spécial Horia Hamdaoui a suivi de près le déroulement de ce troisième jour de vote. Lyon qui compte 21 bureaux de vote répartis sur 5 circonscriptions électorales. تم تخصيص مركز انتخابي واحد يضم 21 مكتب. Nous avons un seul centre de vote qui comprend 21 bureaux distribués sur 5 circonscriptions. Le but de cette distribution est de permettre au plus grand nombre d'électeurs de voter et d'encourager la participation active au scrutin. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises en coordination avec le consul général d'Algérie à Lyon. كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القنصل العام بليون. Du coup, c'est un plaisir de pouvoir voter pour l'Algérie, c'est important. Mes grands-parents à la Hmouz sont battus pour ça. Qu'on soit né en France, au Canada, à l'étranger, tant qu'on est citoyen algérien, il faut qu'on participe à la vie active du pays. C'est quelque chose d'essentiel. On a été éduqués là-dessus. Voilà, pour moi, c'est un devoir en tant que citoyen, c'est la Constitution, c'est comme ça. C'est un héritage qu'on va transmettre, que nous aussi, notre génération transmettra plus tard. Et voilà quoi, faut juste pas oublier tout ça, et c'est nos racines. Les racines, c'est important, faut les garder. En fait, le vote est un devoir et un droit national. C'est un droit car chacun doit exprimer son choix. On veut que le pays s'améliore, donc on doit voter. Je suis citoyenne algérienne et c'est une obligation de venir voter pour notre pays, même si on est en étranger. Pour nous, on fait partie de l'Algérie, même si on vit en France. Et en Belgique, des électeurs de différentes tranches d'âge affluaient au niveau des bureaux, des 8 bureaux de vote mis à leur disposition, notamment celui de Charleroi. À voter. Je suis en train de l'envoyer. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Allez. Je pense qu'il y a du monde. Non, rien. En plus, encore obligé de voter. Donc, voilà. Comment ça? J'allais en Algérie, j'ai été toute mon enfance. Je suis venue voter. Alors pourquoi je suis venue voter? Pour moi, c'est un devoir citoyen et même si on habite à l'étranger, je pense que chaque voix compte et c'est important de donner notre voix au parti qu'on juge le meilleur pour notre pays. J'ai toujours voté depuis l'âge de 18 ans. Je suis venue avec mon père voter ici. Je suis venue voter pour l'Algérie. J'ai toujours soutenu mon pays et je le ferai toujours. De Charleroi. جيت اليوم إن شاء الله ندير le devoir تاعي comme les citoyens algériens وراني فوتيت وإن شاء الله الجزائر تروح de mieux en mieux باسكو رانا نتمنوا فيها tout le monde الناس الكل راهي تستنى فيها et en plus de ça راني فرحت باسكو عطاو لي une carte aujourd'hui. Ou la vérité, ben, la carte, je me sens plus algérien psychologiquement et ça me fait plaisir. Nous, on souhaite que le meilleur, que la vie se développe, le pays, tout ça, et que nous, on habite ici en Europe et tout, on aimerait retourner et trouver notre pays bien, dans la joie, le bonheur, le respect, voilà. Et puis je vous propose de retrouver à présent nos envoyés spéciaux, notamment à Lille, Safouane Bessabri, et à Bruxelles, Imen Merad, qui sont donc en direct avec nous. Tout d'abord, on commence par Lille, au nord de la France, pour rejoindre Safouane Bessabri. Safouane, alors comment s'est déroulé ce troisième jour de vote ? Bonsoir Abdelkader, alors nous nous trouvons actuellement en plein cœur de Lille, à quelques encablures du consulat général d'Algérie à Lille, consulat général où ont afflué aujourd'hui des ressortissants algériens pour accomplir leur devoir citoyen, celui de voter pour les élections présidentielles algériennes ici. Il faut savoir que tous les Algériens du département des Hauts-de-France n'ont pas eu à se déplacer à Lille, car plusieurs bureaux, 18 au total, ont été ouverts
dans la région, à l'instar de celui de Tourcoing, de Douai, de la Grande-Synthe ou encore de Roubaix. Il est à noter aussi la présence des coordinateurs de l'ANI, l'Agence nationale indépendante des élections, dont les coordinateurs ont été affectés à plusieurs grandes villes de France, dont Lille où nous nous trouvons actuellement, et qui donc ont eu à superviser ces élections au cœur de la capitale du Nord, comme on l'appelle ici. Et je vous propose de retrouver à présent notre envoyé spécial en Belgique, à Bruxelles, plus précisément Iman Merad. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Tout simplement, comment s'est passé et dans quelles conditions se sont Alors déroulés pour ce troisième jour de vote, ici en Belgique, nous avons constaté lors de nos passages dans les différents bureaux de vote à Mons et Charleroi, une affluence plutôt prononcée en début de matinée et en fin d'après-midi, après les heures de travail et surtout la sortie des écoles. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec nos concitoyens dans les bureaux de vote. Il y en avait des jeunes, des moins jeunes. Ils ont exprimé leur volonté d'accomplir leur devoir, soulignant que c'était un rôle très important et insistant sur le fait qu'ils soient de vrais Algériens, même s'ils vivaient très loin de leur pays, au même titre que les Algériens qui vivent en Algérie. Un seul mot d'ordre, si on peut dire, pour cette communauté nationale qui vit à l'étranger, voter pour une meilleure Algérie. Donc voilà ce qu'on pourrait résumer de cette troisième journée du vote. Le vote qui va se poursuivre jusqu'au 7 septembre prochain, où on s'attend à beaucoup plus de monde, dans la mesure où c'est un week-end. Donc les personnes pourront se déplacer plus rapidement, on va dire, et seront plus disposées à accomplir leur devoir électoral. Les bureaux de vote sont fermés et ils réouvriront demain à 8h et nous serons ici présents pour continuer à couvrir l'événement et vous donner beaucoup plus d'informations sur le déroulement de ce scrutin présidentiel. Voilà, donc nous n'oublierons pas donc de remercier nos envoyés spéciaux à Lille en France, donc Safwan Belsavri, et à Charleroi, Iman Merad en Belgique. On enchaîne avec l'Espagne à présent, où le vote pour l'élection présidentielle du 7 septembre se poursuit pour la communauté nationale établie dans les circonscriptions électorales d'Alicante et en Catalogne, avec une affluence croissante vers les bureaux de vote. À voter. J'espère que toutes les femmes du monde font ce geste-là, de voter pour leur pays. Et j'espère que mon pays, il avancera parce que j'ai connu mon pays depuis que je suis née. Et mon pays, il a fait un grand pas. Et j'espère qu'il continue. Tous les 5 ans, je suis toujours présente, je fais mon devoir et je suis très contente et j'espère que tous les Algériens vont être présents pour voter. Inch'Allah, une grande réussite pour tous les Algériens et pour l'Algérie.
Nous sommes au bureau de vote numéro 3 de Lérida qui fait partie de la circonscription de Barcelone. Le bureau est ouvert depuis lundi de 8h du matin jusqu'à 20h et ce jusqu'à samedi. L'Algérie a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires. Il y a une forte affluence d'électeurs. On espère que ce sera le cas dans tous les bureaux de vote. On espère le meilleur pour notre pays. Que Dieu protège l'Algérie. Paix à nos martyrs. Nous sommes venus voter pour le nouveau président. Que Dieu protège notre pays. Tous sont venus voter. Tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun problème. On souhaite de la réussite au prochain président élu par le peuple et on souhaite la prospérité au pays. Que Dieu protège notre pays de tout ennemi à l'intérieur et à l'extérieur. Le processus électoral se déroule également dans de bonnes conditions à Istanbul, en Turquie, où la communauté algérienne est bien décidée de faire entendre sa voix. Notre envoyé spécial Mohamed Laroussi a tendu son micro à quelques électeurs. Nous sommes venus au consulat algérien ici à Istanbul pour accomplir notre devoir électoral. Ce scrutin est très important dans le cadre des défis auxquels l'Algérie doit faire face. Je salue le peuple algérien et je leur dis que voter est le devoir de tout un chacun pour le bien de l'Algérie. Dieu merci, nous sommes venus accomplir notre devoir. Nous souhaitons le meilleur pour notre pays. On espère voir notre pays toujours prospère. Dieu merci, nous avons effectué notre devoir électoral. C'est la première fois que je vote. Le but de mon vote est de voir l'Algérie toujours prospère et développée. Même si nous vivons en Turquie, nous souhaitons beaucoup de bien à notre pays et qu'il soit le meilleur. Et les Algériens établis en Russie à présent votent aussi à travers un centre de vote qui compte 2 bureaux, l'un à Moscou, l'autre à Saint-Pétersbourg. L'on constate un engouement particulier exprimé par notamment les étudiants dans ce pays. نحن نوجد هنا في مركز الانتخابات موسكو بروسيا. Nous sommes dans le centre de vote de Moscou. Le centre est composé de 2 bureaux, l'un à Moscou et l'autre à Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de Russie. L'opération de vote a commencé lundi 2 septembre. Nous constatons une affluence conséquente d'électeurs, dont une majorité d'étudiants, ce qui prouve l'intérêt que portent les étudiants à leur pays. Ils veulent lui donner une nouvelle image. L'ambassade est ouverte et les électeurs peuvent venir à tout moment. Et nombreuses sont les attentes des ressortissants algériens établis en Égypte qui affluent vers les bureaux de vote pour le 3e jour consécutif. Certains d'entre eux ont été interrogés par notre envoyé spécial au Caire, Shahinaz Bourabouz.
Je suis algérienne et je vis en Égypte depuis 40 ans. Je viens d'Al-Ismaïlia pour accomplir mon devoir électoral. J'espère que le nouveau président fera quelque chose pour la communauté établie en Égypte et dans le reste du monde. Je souhaite le meilleur pour l'Algérie. Autant qu'Algériens établis à l'étranger, nous avons voté pour envoyer cette image que la communauté algérienne établie à l'étranger est en mesure d'accomplir cet exercice démocratique et qu'elle est en possession de tous les pouvoirs pour faire entendre sa voix et renvoyer une belle image de la participation démocratique en Algérie. Tous ces paramètres contribuent à refléter la fusion algérienne à l'étranger qui se concrétise en ce jour de vote pour choisir le président algérien, mais également pour construire le pays. اللحمة الجزائرية في الخارج التي تتجسد في هذا اليوم بالذات في الانتخابات الرئاسية من أجل اختيار الرئيس الجزائري وأيضا من أجل بناء الوطن. جينا ندليو بأصواتنا. Nous sommes venus donner nos voix pour choisir le nouveau président. J'espère que le nouveau président développera l'Algérie et fera des choses pour la communauté algérienne d'Égypte. Et l'opération de vote pour les membres de la communauté nationale établie en Afrique du Sud, cette fois, se poursuit également ce mercredi au niveau du bureau de vote de l'ambassade d'Algérie à Pretoria pour l'élection présidentielle du 7 septembre. Nous avons accompli notre devoir électoral. J'espère que toute la communauté algérienne ici en Afrique du Sud viendra voter. C'est très important. Nous n'avons qu'un seul pays. Il faut donc accomplir son droit civique. Idem pour les membres de la communauté nationale établie au Qatar. Quelques électeurs ont confié à notre envoyé spécial à Doha, Reda Bouaichet, l'importance qu'ils accordent à ce processus électoral. Nous sommes venus accomplir notre devoir électoral à l'ambassade d'Algérie au Qatar. L'accueil était remarquable. On espère le meilleur pour le pays. En tant que citoyen algérien résidant à Doha depuis 15 ans, je suis venu accomplir mon devoir électoral. C'est le devoir de tout citoyen algérien. Nous sommes heureux d'être venus accomplir notre devoir électoral. J'espère que toute la communauté algérienne viendra voter pour que la participation soit à la hauteur des attentes. Et les électeurs algériens résidant aux États-Unis à présent s'expriment eux aussi à travers les urnes. Notre envoyé spécial Karim Fass a interrogé quelques électeurs de Philadelphie. Nous sommes venus accomplir notre devoir civique. Tout s'est passé dans une atmosphère calme. Nous constatons l'affluence d'un nombre important d'électeurs. Le premier jour déjà, le taux de participation était remarquable. Je remercie le consulat général d'Algérie à New York et l'autorité nationale indépendante des élections qui ont tout mis en place pour que les électeurs puissent voter tranquillement et que l'organisation de ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite pour la suite de ce 19h.
Je vous en parlais en titre, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 40 861 martyrs et 94 398 blessés depuis le 7 octobre. Au cours des dernières 24 heures, les forces d'occupation sionistes ont commis 3 massacres dans la bande de Gaza, faisant 42 martyrs et 107 blessés. Et dans le centre de la bande de Gaza, les familles se préparent à la fin de la première étape de la campagne de vaccination contre la polio qui s'achève ce mercredi. Les parents des enfants vaccinés craignent le pire et appellent à un cessez-le-feu immédiat. Amal Amzian Zitouni. À Deir el-Balah, les familles palestiniennes profitent du dernier jour de la campagne de vaccination contre la polio. Dans ce territoire déchiré par les bombardements sionistes, les parents luttent pour endiguer le risque de propagation de la maladie. Ils appellent à un cessez-le-feu permanent pour sauver la vie de leurs enfants. Nous souhaitons un cessez-le-feu permanent. Nous avons réussi à souffler quelques heures pour notre enfant. Imaginez ce que cela serait avec un cessez-le-feu permanent. Les enfants meurent tous les jours. Ils nous donnent des vaccins contre la polio. Ils font semblant de s'inquiéter de leur mort. Ils les tuent tous les jours. Nous espérons donc obtenir un cessez-le-feu permanent. La campagne de vaccination a été déclenchée suite à la découverte d'un cas de polio chez un petit garçon le mois dernier, le premier à Gaza depuis 25 ans. Une pause quotidienne de 8 heures a été instaurée dans des zones prédéfinies pour permettre le programme de vaccination. Cette trêve humanitaire temporaire a jusqu'à présent permis au premier tour de la campagne de vaccination de se dérouler sans problème selon l'OMS. Les habitants de Gaza craignent les jours à venir. Tout comme vous nous avez apporté les vaccins aujourd'hui et mis en pause la guerre, pourquoi ne pas simplement arrêter la guerre ? Apportez-nous une solution pour arrêter la guerre. Apportez-nous une solution pour les personnes opprimées qui ont toutes été forcées de fuir leur maison et de vivre sous des tentes. 3 jours après le début de la campagne, environ 187 000 enfants avaient été vaccinés dans certaines zones du centre de Gaza selon le Norrois. La campagne s'étendra aux autres parties du centre et du nord de l'enclave lors de la deuxième étape qui débutera le matin du 9 septembre et durera également 4 jours. Et à ce propos, l'UNRWA a indiqué ce mercredi que des progrès satisfaisants avaient été réalisés dans la distribution des vaccins contre la polio aux enfants de Gaza, appelant à un cessez-le-feu permanent pour obliger, ou plutôt soulager les souffrances endurées par l'enclave assiégée 3 jours après le début de la campagne de vaccination dans les zones du centre de Gaza. Environ 187 000 enfants ont reçu leur dose de vaccin. Et entre-temps, l'entité sioniste poursuit ses massacres. Au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs cet après-midi dans des bombardements de l'occupation entourant notamment les tours Sheikh Zayed dans le nord de l'enclave palestinienne. Et en Cisjordanie, la province de Naplouse a envoyé ce mercredi plusieurs
camion de secours à la ville de Jenin qui subit une agression des forces de l'occupation sioniste depuis maintenant 8 jours. Ces camions chargés d'aide humanitaire et d'urgence viennent dans le contexte du blocus total de l'agression continue contre cette population civile. Et puis nous allons parler des chiffres. Les organisations des affaires des prisonniers palestiniens ont annoncé que les forces de l'occupation sioniste ont arrêté 10 400 citoyens de la Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier, dont 725 enfants, 400 femmes et 98 journalistes. Les campagnes d'arrestation constantes sont accompagnées d'une augmentation des crimes et des violations, notamment des opérations de dénigrement, des agressions à coups de fouet et des menaces contre les détenus et leurs familles, ainsi que des opérations de sabotage et de destruction à grande échelle de leurs biens. Au volet diplomatique à présent, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé l'organisation du premier sommet bilatéral entre l'Espagne et l'État de Palestine, soulignant que son gouvernement continuerait à faire pression sur Benyamin Netanyahou à la Cour pénale internationale. Nous allons continuer à soutenir le peuple de Gaza, à soutenir l'UNRWA, à faire pression sur Netanyahou à la Cour pénale internationale. Nous allons renforcer nos liens avec l'État de Palestine que nous avons récemment reconnu et je voudrais également annoncer qu'avant la fin de cette année, nous allons organiser le premier sommet bilatéral entre l'Espagne et la Palestine au cours duquel nous espérons signer plusieurs accords de collaboration entre les deux États. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, la capitale éthiopienne Addis Abeba a abrité ce mercredi une conférence des Nations Unies sur la construction d'un avenir numérique, durable et inclusif sur le plan environnemental en Afrique pour discuter notamment du double défi de la numérisation et la durabilité environnementale dans le continent. Cette réunion est organisée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, sous un format hybride en ligne et au centre des conférences des Nations Unies à Addis Abeba. Le gouvernement guinéen envisage de débloquer plus de 26 milliards de francs guinéens, soit plus de 3 millions de dollars pour venir en aide aux familles et ménages impactés par les dernières inondations à Conakry et dans d'autres villes du pays. Le bilan de ces inondations fait état de plusieurs morts dans la capitale ainsi que des dégâts matériels importants. On dénombre également plus de 27 000 sinistrés à travers le pays. Le gouvernement somalien à présent a annoncé ce mercredi l'élimination de 19 éléments du mouvement terroriste Shebab lors d'opérations militaires menées dans le centre et le sud du pays. Il faut savoir que depuis des années, le gouvernement somalien mène une guerre contre le mouvement terroriste Shebab qui a revendiqué des attentats à la bombe ayant coûté la vie à des civils et des membres de l'armée et de la police.
Allez, santé en Afrique, une première livraison de près de 100 000 doses de vaccins contre le Mpox est attendue demain en République démocratique du Congo, pays le plus touché par l'épidémie, selon le directeur général de l'Agence de santé de l'Union africaine. Il s'agit de doses envoyées par l'Union européenne. La RDC a enregistré plus de 17 500 cas et 629 décès depuis le début de l'année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, on vient de l'apprendre, chargé sur instruction du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, participera donc ou prendra part demain à Pékin au sommet Chine-Afrique, un sommet bien sûr qu'on suivra en détail dans nos futures éditions. En Grande-Bretagne, à présent, le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté des excuses au nom de l'État aux victimes de familles de l'incendie de la tour Grenfell à Londres, qui avait fait 72 morts en 2017. Ces propos interviennent alors que la publication du rapport final de l'enquête a révélé que les décès auraient pu être évités. With an apology on behalf of the British state to each and I want to start with an apology. Je voudrais commencer par présenter des excuses au nom de l'État britannique à chacun d'entre vous et à toutes les familles touchées par cette tragédie. Cela n'aurait jamais dû se produire. Le pays a manqué à son devoir le plus fondamental. Vous protéger, vous et vos proches, les personnes que nous sommes ici pour servir. Je suis profondément désolé. The people that we are here to serve. And I am deeply sorry. En Espagne, à présent, une randonneuse britannique a été retrouvée morte et un homme a été porté disparu dans le nord de l'île espagnole de Majorque, touchée depuis le début de la semaine par des pluies torrentielles. La garde civile espagnole a par ailleurs pu porter secours à des randonneurs sur cette île. Et petit tour en Asie où le Salon mondial de l'industrie du climat, le plus grand salon sud-coréen consacré au climat, s'ouvre sous l'attente que d'autres pays soutiendront l'initiative zéro carbone du pays. L'arrêt rendu la semaine dernière par la Cour constitutionnelle du pays a contraint le gouvernement à améliorer son plan environnemental à partir de 2031. Et ce qui constitue une victoire importante pour les jeunes défenseurs du climat qui ont porté l'affaire devant les tribunaux. En tant qu'entrepreneur, je pense que les entreprises ne peuvent s'affranchir de la crise climatique. Nous pouvons être fiers de nos réalisations passées qui ont changé la vie des gens grâce à de nombreuses innovations. Mais nous ne pouvons pas nier notre responsabilité dans ce problème climatique. Notre vie quotidienne est devenue plus confortable grâce aux dernières technologies de l'IA, mais nous sommes désormais confrontés à un défi. La demande d'électricité explose considérablement en raison de l'expansion de l'industrie de l'IA. Nous pensons que la sécurité énergétique et le changement climatique peuvent et doivent être traités simultanément avec les technologies que je vous ai mentionnées, comme les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, l'efficacité énergétique, l'hydrogène et d'autres.
hydrogen and other. Allez, on termine sur une note sucrée au Liban et dans une échoppe d'un quartier populaire de Beyrouth. Hassan El-Makari aligne des récipients de Fatka, douceur généreuse et parfumée typique de la capitale libanaise dont il perpétue la tradition. La Fatka est un dessert à base de riz, de curcuma, de crème de sésame, de sucre et de pignons de pain. Je travaille ici depuis 50 ans, mais cela fait 30 ans que nous nous sommes spécialisés dans la moufataka. À l'origine, nous avions une pâtisserie et préparions des pâtisseries ainsi que des moufataka. Cependant, la demande pour la moufataka était devenue très forte. Nous n'étions plus en mesure de préparer à la fois des pâtisseries et de la moufataka. Mon père nous a appris à préparer la moufataka. Nous la faisons à la maison comme le faisaient tous les habitants de Beyrouth. Bien qu'il ait l'habitude de la préparer chez nous et la distribuer aux voisins, il hésitait à la proposer à la vente dans sa pâtisserie, car il était timide à l'idée de la commercialiser. Pendant un an, il a refusé de la préparer en magasin, mais l'année suivante, il a finalement décidé de le faire. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.